Et le marronnier quotidien est un peu obsessionnel. Der Kastanienbaum. Siehst du den Kastanienbaum? Denk ihn dir im Mai, im Schnee weißer Blus, wenn er damit das Trottoir beschneite. Wie sein Nachbar, der rosarote trug. Und wir gingen scheu auf Zehenspitzen über die Feenteppiche. Jetzt aber waren beide kahl und grau, denn man schrieb November. Welchen von beiden hättest du dir zum Sterben ausgesucht? Der rosarote stand direkt der Haustür gegenüber und der schneeweiße 10 Meter weiter. Welchen von beiden also? Farbe gegen Farbe. Aber wie gesagt, es war November. Ja, mir wäre der rosarote lieber gewesen. Schon seiner Nähe zu meiner Gerechtsarme wegen. Auch war er mächtiger als der Nachbar. Aber da hätte man eine Ausziehleiter gebraucht, um bis zum untersten Ast zu gelangen. Und die hatten wir nicht. Auch die Felsondagen hatten keinen in ihrem Kübelwagen dabei. Und es hätte Zeitverlust bedeutet, sich eine Dorfdecke zu besorgen. Denn der Feind stand bereits vor dem Dorf. Der Weißbrustige war schmächtiger. Sein Astwerk setzte tiefer an und da streckte er einen langen, luftigen Arm über die Straße, den man längst hätte absägen sollen, der sich aber jetzt geradezu anbot, ein hinaufgeworfenes Seil problemlos aufzunehmen, obwohl die Nachbarin etwas dagegen gehabt hätte, denn ihr Wirtshaus hieß zur schönen Aussicht. Und das Seil mit Zubehör hätte ihr die Kundschaft vertrieben. Aber Kriegsrecht bricht bekanntlich Gastgewerberecht. Noch war ich im Keller versteckt. Noch hatte ich mich nicht entschieden, konnte nicht Farbe gegen Farbe ausdifferenzieren, denn beide standen kahl und grau im November. Und der Rosarote war mir zu unpraktisch und des Weißblustigen überlange Haaren zu unästhetisch. Aber nun musste etwas geschehen. Denn die Feldgendarmen standen schon oben im Kellerhals, wussten sich den Feind auf den Fersen, rochen aber Widersetzliches da unten zwischen Kartoffeln und Kohle. Man könnte da womöglich noch schnell ein Exempel statuieren und da hing auch das Wiesbaumseil im Kellerhals parat. Aber ich wusste, das war entschieden zu kurz. Ob sie wohl damit zurechtkommen würden? Da sprach das Schicksal. Gepfuscht wird mir nicht, nein, nein. Es lockte die Feldgendarmen vom Kellerhals weg und lieferte sie samt Wiesbaumseil dem herangestürmten Feind aus, der den Kübelwagen bereits in Brand geschossen hatte, und mein langarmiger, weißblustiger brannte wie eine Fackel mit. Siehst du die Fackel? Ich stand davor und sagte, so, was wär's gewesen? Hätten sie mich gehängt, dürftest du leben. Würdest du uralt werden, als Mahnmal mit novemberlichem Patrozinium. Und würde man auch deinen angekoppelten rosaroten Bruder nicht fällen müssen. Nun ist aus meiner Fackel ein Lichtmast geworden. Und Lichtmasten eignen sich nicht
zum Hängen von Deserteuren, was mir schließlich auch lieber ist. Und ich deshalb Lichtmasken allen Langarmigen zum Seil aufnehmen als über alten Rosskastanienbäumen vorziehe. Aber weißt du, da blühte schneeweiß im Mai. L'émotion du petit homme, dépassé par tout cela, émouvant et cocasse dans ses défaillances et son insignifiance apparente. Le tragique et la drôlerie de la singularité intense, suprême face à la vie et à la mort. Ja, auch ich bin in Krieg gelandet. Ich, der Gustav. Mann, hättest du gemacht. Holz, Gnade und Geschosse, Gnade und Geschosse. Und ich vorne dran. Ich, der Gustav. Mit Babylon auch der Best im Zusammenschließen. Ja, ja, du hättest gemacht. Und der andere dich bringen. Über den Graben gelöst, unseren Graben gekradelt, das Mann gemacht und in den Buchselbölzladen umgeladen sind sie. Alle Fähren streckt, Schlag und Stift, der Wasserschlag, wie gemetzte Kinder. Und ich alles geladen und geschossen. Mann, hättest du gemacht. Alles zusammengeschossen. Und ich, der beste Soldat. Mann, wenn sie mich nicht hatte kennt, wenn sie mich nicht hatte kennt, hatte man den Krieg nie gewonnen. Nie gewonnen. Nie gewonnen. Auch ich war im Krieg, ich, der Gustav. Mann, da war was los. Hat's geladen und geschossen, geladen und geschossen. Und ich, ganz vorne dabei. Ich, der Gustav. Breiten Mund, breiten Hirn, aber der Beste im Zusammenschießen. Tja, da war was los. Ouais, moi aussi, j'ai fait la guerre. Mon Dieu, qu'est-ce que ça bardait. On chargeait, on tirait, on chargeait, on tirait sans arrêt. Et moi, en première ligne. Moi, Gustave. De la bouillie plein la bouche, plein la tête, comme ils disaient les copains. Mais, de loin, le meilleur tireur. Eh oui. Ceux d'en face, tu les voyais grimper hors de la tranchée, faire le beau et... Pam! Pam! Les voilà, culbutés, fauchés. Les quatre pattes écartées, les oreilles raides et la queue flasque, comme des lapins à sauver. Et moi, je tirais, je rechargeais, je tirais, et plus besoin de charger. Pam! Pam! Dans le tas. Sans arrêt et sans arrêt. Sans moi, nous n'aurions jamais gagné la vie. Jamais, au grand jamais. C'est la guerre elle-même, ça. Le convoi est la forme prise par l'errance du moderne Ulysse. Forme obligée de la nouvelle retraite de Russie. Le convoi se met en route. Les chenilles écrasent la boue. Les canons titubent derrière leurs tracteurs de fondrière en fondrière. Le fût du canon dressé en l'air balance sa gueule stupide. La gueule stupide du canon se prolonge dans le discours stupide de Gustave. La chair à canon est faite de ce type de personne. Prolongement du canon, prêt à tirer, machine. Le dialecte peut être une arme. Ici, il s'emballe.
bouillie à la place de la cervelle, tête décervelée, bouche sans dents, au service d'une gueule de canon, gueule cassée, venant relayer le motif de lancinant de l'homme sans visage, que l'on transporte avec soi, qui fait partie du convoi. Au rythme de sa progression, le convoi vous emporte inexorablement à l'endroit où la guerre est acquise. Cela peut être l'embuscade des partisans aussi terribles que le cyclope d'Ulysse. En tout cas, ce n'est pas la gerbe d'étoiles d'Apollinaire. Une musique de mort l'annonce. Et voici que tombent, en contrepoint sur l'arrêtement des engins, des coups de percussion sourde. Ils sont réguliers, opiniâtres, comme la fumée derrière les peupliers. Une croche, une noire, une pause. La mort? Nous avions 18 ans et nous eûmes peur. Demain, à cette heure-ci peut-être, dis-je alors au chauffeur. T'as les foi, fiston? Moi aussi. La guerre, ce sont les crimes aussi, des morts russes. Ces Russes qui sont un peuple, semblable au peuple auquel France a été arraché. Là-bas, la chaumière flambait. Le peuple est un seul peuple, de par le monde. Le peuple russe est donc un peuple frère. Il doit être très vieux déjà, mon ami Koulenko, tout tanné, tout ridé, tout rapetissé peut-être. Mais il en sait les choses, Grégory, sur Kiev, l'amour aux bulbes verts, sur le fabuleux Dniepr, sur les tournesols et la terre noire, incommensurablement russe, et même de toutes les boucheries sur la neige qui va tomber bientôt, mère de toutes les neiges. Je descendrai souvent au village. Dit le narrateur en pleine guerre. Cette guerre Dit Weckmann. fut une crevasse profonde. Il avait emporté, Weckmann, Lamartine dans son pactage. Après la guerre, il ne pourra plus écrire à la manière de Lamartine de Victor Hugo, ni à la manière de l'allemand de Goethe. Il lui faudra trouver une langue, réinventer une écriture, comme le firent en Allemagne Martin Walzer ou Günter Grass. La guerre, c'est le cauchemar récurrent. C'est aussi l'esprit nocturne venu de l'au-delà. La chouette qui vient hanter les nuits et fait revenir le père disparu. Celui qui a assisté au départ de son fils en 1943. Elle est le lien entre les enfers et la vie hantée des Alsaciens de la guerre. Noch. Es kommt als manchmal über Mitternachts mit schwerer Pflege am Kopf an vom Bett. Nachtlied und Frieden. Vor 33 Jahren. Weckmann! Kriegt sie. Weckmann! Andreas! Aber der Vater ist vor mir gestanden, die Flinte in der Hand. Den nimmst du mal mit, hat er gesagt. Den nimmst du mal mit. Es kommt als manchmal über mich, des Nachts, heute Nacht, mit brünen Flecken am Kopfrand vom Bett, nach ihm und Frieden. Weckmann! Kriegt sie. Weckmann, Andreas! Verräter am deutschen Volk! Aber der Vater ist vor mir gestanden, die Flinte in der Hand. Von wo kommt sie morgen? Ach, nach ihm. Für meine Böden. Was für eine Uniform wird sie anhaben? Und in welcher Spur wird sie glichen? Weckmann! Weckmann! Herrgott, gib mir seine da.
Ajortwinden Händ. L'oiseau de la mort. Quelquefois de nuit, il se pose à la tête de mon lit, battant ses lourdes ailes brunes. C'est l'oiseau de la mort de l'an 44. Et je l'entends me crier « Weckmann Andreas, traître, traître au peuple allemand !» Et j'entends aussi mon père lui répondre, son fusil de chasse à la main. « Non, tu ne me le prendras pas. » D'où viendra-t-il demain? Quel uniforme portera-t-il? Et dans quelle langue appellera-t-il mon fils? Seigneur Dieu, ce jour-là, mets-moi un fusil de chasse entre les mains. Cette lettre, André Weckmann l'a écrite à Hervé Guettière et Stéphane Taponnier, journalistes otages, à l'automne 2010. Un message lu à l'antenne de RFI le 28 février 2011 et que Stéphane Taponnier entendit et partagea avec ses co-détenus, Hervé et les traducteurs. Cher Hervé et Stéphane, c'est un vieil homme qui vous parle, qui dans sa jeunesse, pendant les années noires, a échappé à maintes reprises et de justesse à la mort violente. Il a surtout passé 3 mois caché dans une cave, se sachant condamné à la pendaison en cas de découverte. Il ne va pas comparer cette situation, cette périlleuse alors, à la vôtre, beaucoup plus angoissante, de par la durée de l'épreuve, les caprices des ravisseurs, l'horreur de la détention et à répétition, l'espoir étranglé, à peine né. Il se souvient, cependant, des 2 marronniers qui se dressaient devant la maison où il se terrait. Et il se souvient du jeu qu'il s'était inventé, jaugeant la capacité de l'une ou de l'autre de recevoir la corde. La branche basse de l'un contre la haute de l'autre, la première étant trop faible pour supporter son poids, quant à l'autre, solide. Elle ne pouvait être atteinte que par une échelle. Or, ce procédé aurait été trop compliqué. On aurait pu le fusiller tout simplement, mais il faut toujours aux exécuteurs de tous bords des châtiments exemplaires. Dans ce cas-ci, c'était la corde. Que pouvait-il faire d'autre alors que de transformer les possibilités en un jeu, y ajoutant des combinaisons devenant de plus en plus compliquées, comme s'il tirait les cartes truquées de sa manche. Et il finissait par en rire, et griffonnait des poèmes d'amour sur des bouts de papier, ce qui lui permit de maintenir l'angoisse à un niveau supportable. Hervé, Stéphane, le vieil homme sait que ces 3 mois à lui ne sont rien à côté de l'épreuve qui va ruiner physiquement et psychiquement.
Mais il sait aussi, parce qu'on a appris de vous, que vous êtes capable de lancer un défi à la barbarie en cuirassant votre mental, en bluffant le spectre angoisse. Nous sommes des millions à penser à vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous devez certainement ressentir au tréfonds de vous-même cette vague d'amour et d'amitié qui a déferlé sur le pays tout entier. L'esprit peut ainsi multiplier, rompre les limites de la perception humaine et briser les chaînes de l'intolérance mortifère au nom du principe espérance. Je vous embrasse comme si vous étiez mes fils, André Bergman, écrivain.